Vous écoutez la radio Espérance FM sur la 95.2. Espérance FM. Espérance FM. Espérance FM. Ben Abdel Mola. 9 rue Paul Paul en Ouagadougou. 33 821 63 64. 33 821 63 64. Merci bien. C'est les tagués, c'est les communiqués, c'est les publicités. Nous devons y apporter à l'équipe de Fouet. Espérance FM, la voix de l'enfant. Pour vos annonces, avis et communiqués à des tarifs préférentiels, une seule radio, Espérance FM. Contactez notre service commercial au 33 821 63 64, 33 821 63 64. Vous écoutez la radio Espérance FM sur la 95.2. Vous écoutez la radio Espérance FM sur la 95.2. Pour vos annonces, avis et communiqués à des tarifs préférentiels, une seule radio, Espérance FM. Contactez notre service commercial au 33 821 63 64, 33 821 63 64. Pour vous. 7h passées de 30 minutes au studio Alcino d'Acosta. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information mis en onde par Saoudia. À la présentation, Suzanne Marissek. Suzanne Marissek. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'enfant africain, les ONG membres du consortium Agir Ensemble réunissant en son sein 7 organisations qui œuvrent pour la protection et la promotion des droits de l'enfant et surtout des droits de l'homme plutôt et surtout des enfants. Un atelier a été organisé pour réfléchir sur les conditions de vie des enfants et de leurs droits fondamentaux. Salimata Diagne, directrice SOS Village Enfants, que nous écoutons. Nous avons organisé ce point de presse dans le cadre de la Semaine de l'Enfant, parce que vous savez que nous venons de sortir déjà du 16 juin, Journée de l'Enfant africain, et notre consortium Joining Forces a tenu à faire un point de presse pour un peu déjà situation actuelle au niveau du pays, la situation des enfants qui sont souvent victimes de violences dans notre pays, malgré tous les efforts qui ont été déployés, aussi bien au niveau de nos États, de notre gouvernement, que de nous en tant qu'organisation. Nous avons remarqué qu'il y a quand même beaucoup de choses qui restent à faire. Les enfants restent encore dans les rues, dans des situations très difficiles. Il y a les violences faites aux enfants et notamment aux filles. Les abus sexuels qu'on a vu récemment aussi, qui ont été exercés sur des enfants, et puis beaucoup d'autres éléments qui nous permettent de nous dire qu'il faut quand même que nous puissions dénoncer cette situation-là et nous dire que nous déplorons cela et appelons tous les acteurs à mieux protéger les enfants, aussi bien les parents, les communautés, mais aussi l'État du Sénégal qui est le garant de la protection de tous au niveau de notre pays. Et nous, en tant que consortium composé des 7 plus grandes organisations de protection des droits des enfants, nous nous sommes dit qu'il faut quand même que ce point de presse puisse nous permettre de faire ce plaidoyer-là et d'arriver à faire avancer les choses, échanger avec la presse, communiquer sur cela, les appeler eux-mêmes à agir et à quand même nous appuyer dans ce plaidoyer que nous faisons pour la protection des enfants du Sénégal. Nos thèmes de plaidoyer qui sont d'abord l'adoption, déjà le processus d'adoption du Code de l'enfant. Nous ne voulons pas parler juste de l'adoption parce que le processus est encore en cours. Nous voulons savoir exactement qu'est-ce qui bloque ce processus en tant qu'organisation pour que ce processus puisse arriver au niveau de l'Assemblée nationale et que le Code soit voté. Pourquoi le Code de l'enfant? Parce que nous pensons que ce Code permettra à l'État d'encadrer la situation des enfants et d'avoir un cadre unique au lieu qu'il y ait différentes lois de protection des enfants, qu'il y ait un code comme le code de la famille, qu'il y ait ce code de l'enfant-là qui permettra à l'État d'encadrer cela. Ça prendra en charge aussi bien la mendicité des enfants, la participation des enfants, parce qu'on se dit aussi que les enfants ont droit à la parole,
ils doivent être écoutés. Il faut qu'il y ait le Parlement des enfants qui puisse être réactivé, que les enfants aient un cadre d'expression pour dire aussi, parce que c'est vrai que nous, adultes, on parle toujours au nom des enfants, et s'il y a un cadre qui leur permet aussi de s'exprimer et de voir un peu comment ils voient, eux, leur protection, ce serait bien. Comme le Parlement fait partie de nos thèmes de plaidoyer, c'est sa réactivation. Nous avons aussi mettre fin au mariage des enfants, parce que nous sommes dans un pays où encore peut-être que ça ne se sent pas trop quand nous sommes dans un environnement urbain, mais dans certains environnements, le mariage des enfants reste encore une réalité. Et puis, le financement même de la protection des enfants, parce que nous savons que dans nos États, il y a beaucoup de budget. Si vous parlez de financement de la protection des enfants, on nous répond toujours qu'il y a un budget pour l'éducation, pour la santé, pour ce. Mais protéger les enfants contre les violences, contre la mendicité, contre tout cela, est-ce qu'il y a un budget pour cela? Donc nous, le financement de la protection des enfants est aussi un plaidoyer que nous voulons mener pour que les États aussi mettre quand même dans leur budget une ligne spécifique qui nous permettra de dire l'État a mis ça pour la protection des enfants. Nous avons organisé CEF 2023, deuxième jour de l'examen, ce jeudi 22 juin. Ils sont désormais 15 797 candidats déclarés pour obtenir le premier sésame de la distinction plutôt scolaire dans la région de Ziguinchor. Dans un document transmis à la presse, l'inspecteur d'académie régionale a fait le point des différents candidats, des garçons et des filles. Il a aussi fait la comparaison entre cette année et l'année dernière avec 15 799 candidats, une différence de 408 candidats. Ces candidats sont répartis entre les 4 inspections d'éducation et de la formation. Les candidats examinent dans 143 centres répartis dans les 4 inspections plutôt de l'éducation et de la formation que compte la région de Ziguinchor. RSP-FM, L'information. La Banque mondiale a procédé ce mercredi 21 juin au lancement du rapport annuel sur la situation économique de notre pays. Cela en perspective de l'économie du pays comme résiliente. Hélène Ba, l'économiste à la Banque mondiale, nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous avons fait la présentation du rapport sur la situation économique du Sénégal qui présente la situation actuelle mais également les perspectives à moyen terme d'ici l'horizon 2025. En résumé, nous pouvons dire que la situation économique du Sénégal reste résiliente. L'économie a été affectée par un certain nombre de chocs depuis 3 ans. Il y a eu la pandémie, il y a eu l'affaiblissement de la demande extérieure et l'augmentation des prix des denrées alimentaires et énergétiques suite aux effets de la crise en Ukraine. Et récemment, il y a le durcissement des conditions d'accès aux marchés financiers, régionaux et internationaux. Nous avons relevé un ralentissement de la croissance de 6,5% en 2021 à 4,2% en 2022. Et cela est dû du côté de l'offre par le fait que l'activité économique a été affectée par les aléas du climat, et du côté de la demande, une décélération de l'investissement privé, mais également des exportations. À moyen terme, nous prévoyons un rebond de la croissance économique en 2024, notamment grâce à l'exploitation des hydrocarbures. La croissance devrait s'établir à 9,9%. Toutefois, cela reste sujetti, donc toutes ces prévisions sont sujettes à des risques macroéconomiques importants. L'assainissement budgétaire reste important pour le Sénégal en ce qui concerne le respect de la feuille de route pour la suppression des subventions énergétiques. Le deuxième message clé qui a été véhiculé dans le message est que l'adoption de réformes visant à renforcer la viabilité de la dette est nécessaire, surtout dans ce contexte de durcissement des conditions d'accès aux marchés financiers. Et le troisième message clé qui a trait à la vulnérabilité et à la pauvreté montre que toute politique publique qui se focalise uniquement pour réduire la pauvreté sur les ménages pauvres en termes de ciblage pourrait se révéler inefficace en termes de choc, car il faudrait prendre en compte les populations qui sont vulnérables à la population. Et là, on parle de 2,2 millions de populations sénégalaises en 2021 qui étaient vulnérables, qui se situaient à un seuil de plus ou moins 10% du seuil de la pauvreté en 2021. Scandale à l'hôpital Abbas Ndao, l'assistante du chirurgien encaissée
l'argent des patients auxquels elle promettait des rendez-vous pour leur opération. Assistante du professeur Magaï de l'hôpital Abbas Ndao de Dakar, Ndiaké, âgé de 45 ans, a été attraite devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre aux faits d'escroquerie, blessure volontaire, obtention d'avantages indus et mise en danger de la vie d'autrui. Pour ces motifs, elle risque 6 mois de prison ferme. Si le juge suit le parquet dans son réquisitoire, la prévenue sera édifiée sur son sort le 28 juin prochain. À l'approche des grandes fêtes au Sénégal, les chauffeurs transport en commun ou interurbains ont l'habitude d'augmenter le prix du transport et cela a démarré puisqu'il ne reste que quelques jours pour la célébration de la Tabaski. Le syndicat national du transport routier appelle les chauffeurs à la raison. Voici Pierre Mbahan Gomis. On n'est pas pour une augmentation de tarifs de façon irresponsable. Là où on doit payer un montant bien fixé, bien reconnu et agréé par l'État, on met une augmentation doublée. Ça, c'est inadmissible, on n'est pas d'accord sur ça. Et là, ça ne nous donne pas raison aux acteurs du secteur des transports routiers, surtout les bus qui ont l'habitude de faire le transport Ziguinchor, Dakar, ou bien Kolda ou Sédhiou, pour pouvoir quand même augmenter le tarif d'une façon humaine. Il est obligatoire maintenant de pouvoir adopter des modifications allant dans le sens de pouvoir permettre à tout le monde de circuler librement avant, pendant et après la fête de la Tabaski. De tradition, les fêtes religieuses comme la Tabaski, comme le Magal, comme le Mawloud, comme le Pentecôte Popoguine, l'État avait toujours l'habitude de prendre des mesures exceptionnelles pour pouvoir permettre aux usagers de pouvoir circuler librement. Et en plus bref, le président de la République dans l'Hexagone n'a pas manqué de s'adresser aux militants de la diaspora. Je cite, « Soyez à l'écoute de mon message. Je peux vous promettre qu'avec notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté du peuple », confie le chef de l'État Macky Sall aux Sénégalais qui l'ont accueilli lors de son arrivée en France dans le cadre du sommet de Paris les 22 et 23 juin 2023 sur le financement de la lutte contre la pauvreté et la lutte climatique. L'actualité internationale sur la 95.2. Le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies au Tchad tire de nouveau la sonnette d'alarme à propos de la guerre au Soudan, un conflit qu'il a qualifié de majeur en Afrique. Le conflit a déjà fait plus de 500 000 réfugiés, dont 124 000 recensés dans l'est du Tchad, alors que le flux des arrivées est désormais continu. L'ancien président pourrait être rendu inéligible par une décision du tribunal supérieur électoral. Nous sommes au Brésil. Il est accusé d'abus de pouvoir politique et économique lors de la campagne électorale en 2022. Au centre du procès qui débute ce jeudi 22 juin, une réunion au palais présidentiel avec des ambassadeurs et équipes diplomatiques datant du mois de juillet où Jair Bolsonaro a une fois de plus attaqué le processus électoral brésilien sans preuve. Et c'est ce qui met un terme à ce bulletin d'information mis en onde par Saoudia. Devant ce micro sud-américain, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la voie de l'espoir. Retrouvez l'équipe de la rédaction à 10h pour les brèves et à 13h pour la grande édition du jour.